Bonjour à toutes et à tous, je suis Cathy, la fondatrice de My Polyglot Life et je trouvais que ce serait bien qu'on fasse connaissance et que peut-être je partage avec vous le chemin qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'histoire, ce point dans l'histoire de My Polyglot Life où je suis coach neurolanguage pour aider les apprenants curieux, les expatriés et immigrés, et puis les anglophones canadiens qui veulent apprendre ou améliorer leur français. Donc, depuis que je suis petite, je me sens souvent comme une étrangère. Même quand j'étais en France, dans mon enfance, quand j'avais 7 ans, on a déménagé et, euh, et j'ai perdu mes meilleurs amis à ce moment-là. Et puis je suis arrivée dans une nouvelle ville. C'était une petite ville française de 60 000, 50 ou 60 000 habitants. Et alors je ne me suis pas du tout plu dans cette ville. J'ai pas du tout aimé cette ville. Et, euh, et je n'aimais pas l'ambiance qu'il y avait autour. Je trouvais que les gens étaient très fermés. Et c'était vraiment en contradiction avec tout ce que je lisais dans mes livres. À l'époque, euh, je lisais 5 livres par semaine parce que c'est ce qu'on pouvait emprunter à la bibliothèque. Donc voilà, je lisais mon quota de livres toutes les semaines et il y avait ces histoires fantastiques d'enfants partout dans le monde et puis des aventures, etc. Et moi, où je vivais, il n'y avait pas tout ça et j'étais très déçue, très frustrée. Il y avait aussi des histoires de vocabulaire où quand je suis arrivée à 7 ans dans cette région, il y avait des mots spécifiques que je ne connaissais pas et donc en classe, la maîtresse me disait quelque chose et je ne comprenais pas. Donc voilà, même si je parlais français et même si j'étais née dans le même pays que ces gens-là, je me sentais quand même comme une étrangère. Et j'avais qu'une hâte, j'avais qu'une envie, c'était de quitter cet endroit. Mais bon, quand on a 7 ans, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc j'ai dû attendre jusqu'à mes 18 ans pour partir. Et, euh, et je ne sais pas si c'est cette expérience qui m'a donné peut-être une compréhension de ce que c'est que d'être un immigré ou de se sentir qu'on ne fait pas partie du groupe. Voilà, je pense que c'est cette expérience déjà toute petite m'a profondément marquée, ainsi que le contexte social qui était dans cette région, qui me paraissait très fermé, alors que moi j'avais un esprit très ouvert. Donc ensuite, à 18 ans, poussée par des professeurs de l'école secondaire, j'ai j'ai appliqué, mais ça c'est un anglicisme. J'ai passé l'examen d'entrée pour une grande école qui s'appelle Sciences Po à Paris pour étudier les sciences politiques. Et donc j'ai réussi l'examen d'entrée. Mais alors là c'est pareil, la première année, mon premier jour là-bas, je me suis sentie vraiment comme une étrangère, comme une personne qui n'avait pas sa place. Je ne connaissais pas les codes, les gens étaient très différents. Les autres étudiants venaient de grandes écoles secondaires parisiennes, leur famille avait plus d'argent, plus de culture, et ils étaient habillés différemment, enfin tout était différent entre nous. Et moi je venais d'une classe moyenne, mais classe moyenne pas très riche. Euh, Mes parents ont quitté l'école à 16 ans pour trouver un travail, pour gagner un salaire pour leur famille. Et puis aussi, je venais de province, donc la province, Paris, c'est vraiment pas la même ambiance. Les gens en province n'ont pas les mêmes habitudes que les Parisiens. Donc tout ça, ça a créé un vrai décalage et un vrai choc pendant la première année. J'ai pas du tout aimé et puis je trouvais que ce qu'on faisait pendant les cours c'était un peu ennuyeux donc j'étais un peu triste mais en même temps je savais que cette école c'était une chance pour moi de justement de dépasser mon milieu social d'origine et d'avoir accès ensuite à des meilleures opportunités professionnelles et, euh, et en fait à cause ou grâce ou en raison de cette expérience mais déjà avant, mais en raison de cette expérience encore plus, j'ai pu expérimenter à quel point le système français est injuste. C'est pas forcément les personnes les plus compétentes qui vont avoir les meilleurs emplois, les meilleurs travails. Donc, euh, donc à cette époque,
je pense que j'étais trop timide. Donc même si j'aimais pas ce système, je, je continuais à faire participer, à faire partie du système et à respecter les codes en fait de ce système. Mais à l'intérieur, ça bouillonnait et la petite rebelle en moi qui n'osait pas s'exprimer était vraiment très en colère, quoi. Un de mes rêves d'adolescente avec un ami, c'était de faire la révolution. Mais on s'est jamais mis d'accord sur les termes, donc ça n'est pas allé plus loin, mais je ne désespère pas. Et en fait, moi, voilà, quand j'entends des apprenants de français qui me racontent que ils se sentent pas à leur place, ils ont des complexes, ils n'ont pas confiance, j'ai aussi envie de leur dire que c'est pas de votre faute en fait. Le système est comme ça, les Français, les francophones, mais surtout les Français ne sont pas très accueillants, donc ils sont très crispés sur la langue. C'est le français, il y a une règle, il y a une norme, on doit les respecter. On est les premiers à ne pas les respecter. Mais quand on entend les autres, on dit il faut respecter la règle. Et vous, en tant qu'apprenant, c'est ce qu'on vous dit aussi. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas votre faute en fait. Si les Français sont autant stricts sur la règle, c'est la question d'habitude. Mais vous, on n'attend pas ce niveau-là de vous. Vous pouvez évoluer à votre rythme et vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait pour parler. Donc voilà, je veux vraiment travailler sur ce point-là avec mes coachés pour qu'ils se sentent confiants pour parler et puis ensuite améliorer progressivement le niveau des capacités de la langue. Et pour revenir à mon université, le vrai point, le tournant, c'était la deuxième année. Donc la deuxième année là-bas, on devait tous partir en échange à l'étranger. On devait partir dans des universités étrangères. Donc moi, avec le programme Erasmus, je suis partie en Irlande, à Dublin. J'ai suivi mon désir d'améliorer mon anglais. Je voulais vraiment devenir bilingue dans cette langue. Et puis, mon premier choix n'était pas l'Angleterre. Parce que justement, j'étais attirée par ce contexte politique irlandais très complexe et puis ce côté rebelle qui s'est battu pour ses convictions contre l'Angleterre. Et puis ensuite, en troisième et quatrième année, donc ça c'est le post-grad, on dit en anglais. Donc pour faire le troisième et quatrième année, il y avait un système d'entrée parallèle où des étudiants de toutes les universités partenaires dans le monde et d'autres universités publiques françaises nous ont rejoints pour terminer leur masters. Donc là, c'était vraiment une bouffée d'air pur, de fraîcheur et d'ouverture. Il y avait un grand mélange d'idées, de contextes culturels qui se croisaient. Mes meilleurs amis étaient du Salvador, d'Italie, de Tunisie. Et je me souviens que nos échanges étaient vraiment très stimulants intellectuellement. On parlait de nos enfances, de nos expériences, des études aussi, de nos histoires d'amour, enfin de plein de choses. Et c'est ça qui me plaît dans la rencontre des cultures en fait. Mais bon, après ce master, donc la réalité m'a rattrapée. J'ai dû trouver un travail. Bon là j'avais pas aucune confiance en moi et très peu de contacts professionnels pour me trouver des bonnes opportunités, donc c'était un petit peu difficile. Mais finalement j'ai eu la chance que l'entreprise où j'avais fait un stage avait besoin de quelqu'un pour un poste de chef de projet. Donc la seule connexion professionnelle que j'avais, c'est comme ça que j'ai eu mon travail. Donc ça marche comme ça en France. Et donc j'ai passé quelques années assez sympas à organiser des dîners de dégustation de vin dans les palaces parisiens, les hôtels 5 étoiles parisiens. C'était bien sympa, mais l'ambiance de travail, le patron était très toxique. Donc voilà, j'ai décidé de quitter cet emploi en 2008 et puis d'émigrer au Canada pour suivre mon rêve de petite fille de vivre à l'étranger. Donc dès mon arrivée au Canada, en fait, j'ai été transportée dans la francophonie nord-américaine qui m'était totalement inconnue. Je ne connaissais rien sauf les clichés sur les Québécois. Et donc en fait, ici, j'ai découvert donc les Québécois, l'histoire complexe du Québec, les Acadiens, les Cajuns en Louisiane, donc vraiment toute cette francophonie nord-américaine. Donc j'ai eu une introduction. Après, j'ai pas poursuivi parce que on s'est installé à Vancouver. Et donc là-bas, à Vancouver, après 1 ou 2 ans,
avec mon mari, on a fondé French Made Baking, donc une pâtisserie française, petite pâtisserie café française, avec des croissants, des macarons, des cannelés et toutes ces petites bouchées sucrées françaises. Déjà parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pâtisseries françaises là-bas et que ça nous manquait, ces choses-là. Et je pense qu'aussi on voulait partager la culture, donc rassembler les francophones qui étaient sur place et puis ouvrir aux populations nord-américaines pour qu'elles découvrent la vraie pâtisserie française et pas les imitations qu'on pouvait trouver là-bas. Donc je pense que déjà à l'époque, on essayait de créer un dialogue, une rencontre des cultures en intégrant des éléments de la cuisine nord-américaine dans nos recettes françaises. Et on créait une rencontre au niveau de l'estomac. Mais c'était pas ma passion, la pâtisserie, j'aime bien faire ça, mais pour continuer à avoir une entreprise de pâtisserie, il faut vraiment être passionné, et c'était pas mon cas. Donc quand on l'a vendu, j'ai dû réfléchir, j'ai dû me poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire après ? Et là, en fait, ça s'est imposé presque naturellement, en fait. Je voulais quelque chose où je pouvais être libre, où je pouvais parler français, anglais et même peut-être d'autres langues, où je pouvais continuer à communiquer avec plusieurs cultures. Et donc, je me suis dit, en fait, voilà, c'est ça, enseigner les langues, c'est le moyen parfait pour réunir tous les critères sur ma liste de choses qui vont me permettre de m'épanouir et de donner mon maximum pour les clients avec qui je travaille. Donc pour commencer sur ce chemin, j'ai passé la certification Teaching English Foreign Language parce qu'au départ, j'enseignais l'anglais à des Français qui étaient installés à Vancouver ou qui voulaient venir à Vancouver. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'ai changé pour enseigner le français à des étrangers aussi. Donc pendant un moment, j'ai fait les deux avant de me spécialiser plutôt vers le français. Mais par contre, entre ce que j'avais appris au Teaching English Foreign Language et ce que je faisais pendant mes séances avec les clients, je voyais qu'il manquait quelque chose dans la formation que j'ai reçue, les méthodes pédagogiques. C'était intéressant et c'était une bonne base, mais ça n'expliquait pas tout ce qui se passait dans les séances où c'était beaucoup basé sur la conversation et les gens progressaient vraiment, ils revenaient toutes les semaines, j'avais très peu de taux d'annulation, les gens adoraient venir en leçon. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je peux être encore meilleure dans ces conversations ? Parce que je sens que j'ai besoin d'un peu plus de structure pour vraiment optimiser ces progrès qu'on faisait. Et donc je suis allée me former avec Rachel Paling, avec la certification Neuro Language Coaching, pour justement avoir toute cette base sur les neurosciences, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on apprend, comment on peut créer l'état d'apprentissage idéal, comment le coach peut aider l'apprenant à donner son maximum et vraiment tirer le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, donc j'ai fait le premier niveau et le deuxième niveau de la formation de Neuro Language Coaching et je continue constamment d'améliorer mes connaissances sur le fonctionnement du cerveau, la gestion des émotions et puis tout l'apprentissage. Et mon mot d'ordre quand je crée des ressources et quand je suis dans l'accompagnement, c'est le plaisir. Qu'on prenne du plaisir à parler français, à découvrir cette langue, et c'est ça qui va amener l'apprentissage durable. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus sur ce que je crée, sur mon podcast, mes ressources et mes accompagnements de coaching, vous pouvez aller sur mon site mypolyglotlife.com et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des emails ou sur les réseaux sociaux. J'espère vous voir bientôt. Ciao, ciao!